Alors bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Merci Géraldine pour cette, introduction. Je suis très heureux de participer à ce séminaire. D'une certaine façon, je suis un peu chercheur maison, je veux me considérer comme ça, puisque comme tu l'as rappelé, j'ai publié un livre, dans les éditions de l'INA et j'ai pas mal publié aussi dans la revue des médias, donc qui est éditée par l'INA aussi, une excellente revue, sur, toutes les questions liées, aux médias et au numérique que je vous conseille fortement. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être là pour vous faire une présentation en avant-dernière de mon ouvrage qui malheureusement ne va pas, paraître demain parce que, en raison d'un retard, habituel dans le monde de l'édition, va paraître dans un mois, le 7 novembre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les chercher dans votre librairie préférée. Donc le titre de ma présentation, c'est «Critique de l'économie politique de l'espace public, médiatique». Bon, outre le fait que ça rime, ça couvre, un petit peu l'ensemble de la thématique, que je vais aborder aujourd'hui, puisque je vais essayer de, porter un regard critique, sur, la composante médiatique de ce qu'on appelle l'espace public. Donc je vais essayer de définir le concept, un peu plus tard et à travers une méthode, une approche qui est à la fois une approche théorique et une approche, méthodologique aussi, dans laquelle j'inscris mes travaux, qui est celle de l'économie, politique de la communication et de la culture. Alors sans plus tarder, je vais, attaquer ma présentation en vous parlant un petit peu du contexte. Alors bon, je vais rien dire de nouveau, mais ça me permet quand même d'introduire l'objet dans le cadre dans lequel, il évolue aujourd'hui et dans lequel je l'examine, à savoir un contexte qu'on peut qualifier de polycrise de nos sociétés et de manière encore plus intense des démocraties, libérales sous capitalisme, en particulier les États-Unis et l'Europe, avec, des tendances, bon, qu'on constate tous les jours, dans nos sociétés, donc un creusement, des inégalités, continu, une stagnation économique, notamment pour ce qui est de l'Europe, un effondrement de l'ordre géopolitique, où finalement la loi internationale n'a plus trop cours, comme on peut le constater. Des risques écologiques et sanitaires, voilà, qui créent un environnement menaçant, et corollaire de tout ça, la montée d'extrême droite, raciste, un peu partout dans le monde. Et cette polycrise, donc le concept de polycrise, renvoie à l'idée que tous ces contextes de crise sont à la fois imprévisibles, et interconnectés et ils font l'objet d'une amplification mutuelle. Donc, évidemment, on comprend tout à fait les liens, par exemple, entre la crise sanitaire du covid et la montée d'un certain nombre de discours d'extrême droite ou complotistes, par exemple. Le deuxième élément de contexte, évidemment, ça c'est pas nouveau non plus, c'est la numérisation générale de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les médiations, enfin toutes les activités, sociales, toutes les activités humaines sont médiées par, les technologies numériques. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, quasiment, à quelques exceptions près, sont, enregistrés, quantifiés, rationalisés et finalement, mis entre les mains d'un système concentré qui contrôle ces technologies sur lesquelles je reviendrai, tout à l'heure. Donc c'est la combinaison de ces 2 facteurs-là qui conditionnent, l'espace public, sur lesquels je reviendrai, juste après. Donc ça veut dire que la situation actuelle, elle est une situation dans laquelle l'information, sa circulation, sa production en grande partie est contrôlé par, un oligopole puissant. Alors, à la fois un oligopole international qui est celui des GAFAM ou des big tech si vous voulez, qui est à la pointe de ce qu'on appelle maintenant le technocapitalisme et aussi par des groupes, médiatiques qui font aussi l'objet de plus en plus d'un processus de concentration et donc, avec cette phrase: «Les médias des milliardaires» qui est devenue, aujourd'hui, un lieu commun. Voilà donc la situation, à grands traits. Alors, ce contexte, évidemment, ça génère, toute une série de pathologies de l'espace public, de l'espace médiatique, de la communication de masse, qui sont, par exemple, différents types de manipulation, des tentatives de manipulation, une forme de confusion
qui est quand même de plus en plus prononcée aujourd'hui. La difficulté, pour les gens de s'orienter, de comprendre, leur environnement, ce qui se passe, les enjeux, des événements auxquels ils assistent. Une forme de relativisme parfois, une sorte de distance, hein. On observe dans des enquêtes, sociologiques, souvent la prise de distance d'une grande partie de la population de l'information et des médias parce qu'ils sont à la fois, difficiles à suivre et anxiogènes. Une forme de méfiance également, on voit dans les enquêtes d'opinion sur la confiance, par exemple, aux médias et aux journalistes que, bah, malheureusement, celle-ci, s'effondre. Et ça, évidemment, ça se reflète, quand on regarde un petit peu le concept, je dirais à la mode, qu'on mobilise pour étudier toutes ces questions, eh bien, c'est pas des concepts, positifs, évidemment. Donc on entend parler tout le temps des fake news, des post-vérités, des chambres d'écho, des bulles informationnelles, des discours de haine, des biais cognitifs, des paniques morales et cetera. Bon, tout ça n'est pas évidemment très, joyeux. Mais en même temps, il y a quand même, comment dire? Des facteurs qui vont à l'encontre de ce pessimisme, à savoir le fait qu'aujourd'hui, on dispose peut-être du paysage médiatique les plus divers et les plus pluralistes qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. Quel que soit le point de vue ou l'information ou les types d'analyses que vous voulez, trouver, avec un peu d'effort, vous pouvez la trouver. On a une multitude des médias indépendants, certains d'une grande qualité, qui font du journalisme d'intérêt public, dans des formes très originales. Je pense par exemple au data journalisme, bon, c'est un exemple parmi d'autres. Donc on a une offre de médias, indépendants, qui est très, très riche, peut-être la plus riche de l'histoire de l'humanité. En même temps, on a également des médias sociaux, qui constituent des espaces inclusifs de la sociabilité, dans le sens où les obstacles, en fait, à l'accès, à la parole publique et à la sociabilité, numérique, sont très faibles, hein. Avec, un téléphone portable ou un ordinateur, on peut créer des comptes pour, gratuits et parler avec des gens, échanger, accéder à de l'information, à du contenu. On peut exprimer ses subjectivités, quelles que soient, en toute liberté, en utilisant, par exemple, le pseudonymat. On peut parler aux puissants, hein, ça c'est critiquer, ce qui se passe dans la sphère publique, de manière visible, intervenir dans le débat public. On peut, mettre en place, une action connective, hein, qui est une théorie en sciences politiques, qui, vise à, analyser les effets des médias sociaux sur, la mobilisation politique. On peut coordonner des mouvements sociaux et donc tous ces éléments-là, favorisent, l'émancipation à la fois collective et individuelle. Bon, je ne vais pas vous rappeler ici toute une série des mouvements sociaux, toute une série d'initiatives sur internet, comme MeToo, comme les gilets jaunes, mais aussi plein de communautés virtuelles qui, permettent à des gens de s'exprimer, d'échanger, de s'organiser, ainsi de suite. Donc la question que je me suis posée en voulant enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ces livres, c'était pour essayer de répondre à ce paradoxe. Comment analyser l'espace public dans ce contexte, la composante médiatique finalement de l'espace public, en essayant non pas de parce que en tant que chercheur à l'université, je fais beaucoup d'enquêtes des terrains, mais bon, vraiment sectorielles, spécifiques, sur des sujets spécifiques. L'idée là, c'était d'embrasser un peu plus large, de comprendre les logiques qui génèrent l'espace public, dans leur totalité et dans leur contexte. Tout en évitant les déterminismes, c'est-à-dire en se protégeant contre une forme de déterminisme technique, attribuer toutes les qualités ou les problèmes à la technologie, évitant aussi un déterminisme économique et évitant aussi un déterminisme, politique, c'est-à-dire ne s'intéressant uniquement que à la dimension politique de l'espace public. Et évidemment aussi en évitant une forme de médiacentrisme ou une vision idéalisée de l'espace public, voilà, sur laquelle je reviendrai après. Donc c'est sur cette base-là que j'ai rédigé ce bouquin-là, et un autre bouquin en anglais qui va sortir dans les mois qui viennent. Parce que j'ai voulu répondre à ce besoin que j'ai ressenti, de formuler une critique de l'économie politique de l'espace public, à la fois matérialiste et radicale, dans le sens où j'essaye d'aller, à ce qui me paraît les racines du problème. Vous allez être juge, de la pertinence ou pas, de l'efficacité ou pas de la tentative. Alors commençons, si vous voulez bien, une présentation un peu de la conception canonique de l'espace public médiatique. Alors, c'est un concept qui est très important,
dans ma discipline, en sciences de l'information et de la communication. La conception canonique et normative de l'espace public découle notamment, des travaux de Jürgen Habermas, donc le philosophe allemand très connu, à la fois dans son livre, qui est son habilitation à diriger des recherches à la fin qui a publié, en allemand à la fin des années 60, qui s'appelait «L'espace public», traduit par «L'espace public» en français. Une archéologie j'ai oublié le titre en français, il est très long, vous me excuserez. Et puis dans ces bouquins sur, l'agir, communicationnel qui ont poussé encore plus loin cette dimension philosophique, on va dire, de l'espace public. Donc cette conception-là, comme l'indique Habermas dans ses travaux, est issue de la philosophie des Lumières, donc elle a la base de la démocratie libérale et elle est consubstantielle de la théorie démocratique, libérale et elle met l'accent surtout sur la fonction politique et la nature discursive de l'espace public que Habermas qualifie de bourgeois, parce qu'elle est issue de la bourgeoisie du XVIIIe siècle. Donc il s'agit du moyen finalement, de là où se réalise cette idée que Kant avait exprimée, c'est-à-dire le fait d'élaborer une volonté unique et unifiante, du peuple, sans utiliser la violence et la contrainte, à travers les discours publics et rationnels. Donc en gros, Heu, le fondement de cet espace public, libéral, c'est l'usage public de la raison par les sujets modernes, et sa capacité donc à exercer cet usage dans un cadre, collectif pour, à travers la discussion, à travers l'échange, faire émerger une volonté commune censée défendre l'intérêt général. Donc ça, c'est la nouveau principe de légitimation du pouvoir, qui s'oppose évidemment au droit divin et à la raison d'État qui était la norme avant le siècle des Lumières. Donc, on peut dire que l'espace public, à travers cette, définition et dans une, disons, vision diachronique, est un espace, un lieu de médiation entre la société et l'État, donc entre nous et ceux qui détiennent le pouvoir et qui nous gouvernent, mais aussi entre les composants de la société elle-même, c'est-à-dire l'espace où les différents groupes sociaux discutent entre eux, échangent, où se déploie l'usage public de la raison. C'est-à-dire, on va essayer de raisonner, d'argumenter pour convaincre l'autre. L'idée étant qu'à travers l'information et les débats, le fait d'être bien informé et le fait d'échanger sur la base d'arguments rationnels, on va former des représentations sociales et des opinions qui vont guider ensuite dans nos choix démocratiques, dans la délibération, dans le vote, etc. Donc, dans cette théorie-là, l'espace public, et sa composante médiatique est implicitement conçu comme une sphère qui est cohérente, unifiée, d'accord? C'est un espace public, et qui est inclusif puisque normalement en démocratie, tout le monde doit pouvoir faire partie de cette sphère publique, à la fois être acteur et récepteur de l'information et des discussions et de là découle l'idéal type d'un espace public démocratique, universaliste, égalitaire et inclusif qu'on va trouver dans tous les textes, législative en Occident, qu'on prend la Constitution française, qu'on prend la loi de 86 qui gère l'audiovisuel, c'est toujours répété, voilà, pour qu'il y ait un pluralisme, pour que les médias, soient pluralistes, pour que les citoyens puissent s'informer, se faire une opinion juste et puis participer au débat public. Bon, tout ça est bien écrit et bien théorisé dans tous ces textes. Bon, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça dans la réalité. C'est pas une surprise, hein, la réalisation de cet idéal décrit dans les textes normatifs, en fait, est impossible au capitalisme, ça c'est mon avis, en raison de ses propres contradictions, du capitalisme et donc il y a eu bon, je suis pas le premier de dire ça évidemment, c'est un acquis maintenant en sciences sociales et donc il y a eu, toute une série de critiques qui ont été, adressées à cet idéal de l'espace public bourgeois, on va dire, sur lesquels se calque cette conception canonique que j'ai évoquée tout à l'heure et qui est quand même une condition sine qua non de la, démocratie libérale. C'est-à-dire que si cet idéal ne fonctionne pas, bah, la démocratie libérale ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, tous les personnes qui se sont intéressées, sérieusement un peu à cette histoire ont constaté que, en réalité, de manière
historique et c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Je vais vous montrer après un petit diagramme qui montre la dimension historique. En fait, dès le départ, finalement, cet espace public, est, fondé sur une série d'exclusions et ça de manière diachronique, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ça a jamais existé un espace public, inclusif. Donc il y a beaucoup de travaux que je ne veux pas citer tous parce qu'ils sont très nombreux évidemment. J'ai essayé de faire une synthèse, donc il y a dans le livre, il y a une dimension pédagogique quand même, c'est-à-dire je commence au XVIIIe siècle, j'analyse la théorie libérale, j'essaie de mobiliser toutes les références, et tous les débats qu'il y a eu à cette époque-là jusqu'à nos jours parce que ça me paraissait important de ne pas directement arriver au numérique et redécouvrir si vous voulez, des évidences qui ont été des débats qui ont été qui avaient déjà eu lieu, par le passé. Donc par exemple, évidemment des auteurs comme, Necht Klug qui ont travaillé à Habermas et qui ont critiqué après les travaux d'Habermas, ont très bien montré que finalement dès le départ, l'espace public bourgeois exclut, toute une série, tout un ensemble de la population sur les critères de classe, hein. Le prolétaire, la classe ouvrière, par exemple, les travailleurs, bah, ils ne sont pas vraiment très présents dans cette sphère bourgeoise. Il y a eu d'autres, travaux très importants, donc je peux citer Nancy Fraser ou Stuart Hall qui ont parlé des exclusions qui sont fondées sur les critères, à la fois du genre. Évidemment, encore aujourd'hui, la visibilité des femmes dans l'espace public, n'est pas du tout, adéquate, de nationalité, de sexualité, de race et cetera. Donc c'est toute, la dimension, disons, cultural studies qui a étudié cela. Hem, Certaines dimensions de l'espace public sont aussi ignorées ou sous-estimées par la théorie, libérale. Par exemple, les travaux classiques mettent en avant, l'idée de la délibération, pour arriver à un consensus. Or, en réalité, on sait que ce consensus-là, est très difficile à atteindre, voire, impossible et qu'en réalité, l'espace public, c'est pas un champ, un espace où on atteint un consensus, mais c'est un espace conflictuel, c'est un espace agonistique où il y a une compétition entre les différents points de vue, entre les différents options politiques, par exemple, sur tous les sujets, avec l'objectif de domination et d'imposition de son point de vue et non pas pour générer un consensus. Bon, Chantal Mouffe, par exemple, a bien mis en évidence cela. On oublie aussi, dans la conception, disons, idéaliste de l'espace public, sa fonction instrumentale. Donc là, c'est des travaux, je cite, ma directrice de thèse d'il y a très longtemps, Isabelle Paillard, qui a travaillé notamment sur l'aspect, sur la fonction de la communication. L'espace public, qui fait l'objet de tout un tas de stratégies de communication. Évidemment, une stratégie de communication, c'est pas, une stratégie qui essaie d'obtenir un consensus démocratique mais qui essaye d'imposer un point de vue. Il y a aussi évidemment la dimension matérielle qui est centrale, sur laquelle je reviendrai après, mais tout ça passe par des objets, tout ça passe par du travail, tout ça passe par des choses qui sont tout à fait concrètes, matérielles et non pas, uniquement le monde des idées. Donc Christian Fuchs, par exemple, a beaucoup écrit sur la question. Bernard Miège a mis en avant, quant à lui, par exemple, la nature fragmentée et plurielle de l'espace public et le fait que, la sphère publique était tout sauf, unifiée et unique. Et évidemment, la théorie, démocratique libérale, la conception idéaliste de l'espace public oublie le caractère historique de l'espace public, c'est-à-dire cumulatif sur le long terme. Et c'est pour ça que parfois, moi j'ai du mal avec les analyses qui tentent d'analyser par exemple l'espace public numérique sur lesquels je reviendrai après, comme si, il a émergé de ex nihilo. Donc on oublie par exemple, toute la dérégulation qu'il y a eu dans les années 80-90 sous la domination néolibérale et on attribue l'essentiel de la nature enfin, des fonctions ou des caractéristiques de l'espace public actuel, à sa dimension numérique en oubliant, finalement l'histoire. Et évidemment, on oublie aussi le caractère, dialectique, c'est-à-dire cette tension, cette interaction avec le contexte qu'il soit politique ou autre. Donc, je vais vous donner un exemple après qui est l'évolution qu'a pu avoir, dans la Silicon Valley de la conception de l'espace public qui est passée d'une conception
libérale, voire libertarienne, à une conception qu'on peut qualifier aujourd'hui de techno-fasciste. Donc, c'est quand même un gros changement et ça, c'est lié, non pas à la Silicon Valley elle-même, mais, à son interaction avec, le contexte notamment politique. Alors du coup, j'ai essayé de faire une contre-proposition théorique, c'est-à-dire redéfinir l'espace public, bon, en ramassant un petit peu tous ces éléments que j'ai donnés, comme un espace de communication, politique et un espace marchand en même temps, d'accord? Il y a pas de On peut pas faire la différence entre la partie marchande et la partie espace, politique. Donc tout ça est encastré dans des rapports de production, dans des rapports de travail, par exemple, ou de rapports de valorisation, la publicité, par exemple, qui est omniprésente dans l'espace public. Et donc, il est impossible de séparer pour moi ces 2 dimensions, il faut toujours les prendre ensemble. Par ailleurs, l'espace public, ce n'est pas un espace égalitaire, c'est un espace qui va reproduire les hiérarchies, existantes et plutôt qu'arriver à un consensus démocratique, pour moi, c'est un espace qui va, plutôt, reproduire en quelque sorte les représentations hégémoniques et légitimer en quelque sorte, l'ordre dominant. Ce n'est pas un moyen d'exercice de l'usage public de la raison ou alors très rarement. Je ne sais pas la dernière fois où vous avez changé d'avis sur X, mais je pense que ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Mais c'est un terrain de conflits et de mise en œuvre des stratégies antagonistes qui vont utiliser tous les moyens à leur disposition pour, gagner l'hégémonie et donc, manipuler l'émotion, les idées reçues, les ressorts idéologiques ou psychologiques. Ce n'est pas une sphère unifiée, mais une sphère fragmentée, un ensemble d'espaces de communication médiés par les technologies d'information qui sont plus ou moins interconnectés, hein, où on a plus ou moins des espaces de connexion entre eux. Et je dirais que, donc là, je reprends en fait un schéma de Fraser, cette structure asymétrique est centralisée, c'est-à-dire qu'on a au cœur du système un espace public bourgeois qui est constitué par les grands médias, mainstreamés aussi aujourd'hui de toutes leurs, canaux de diffusion numériques parce que c'est pas parce qu'il y a internet que les médias, les grands médias, les grands groupes, sont passés, ne sont plus importants, au contraire, et dont la fonction est de générer le consensus sur la base de l'ordre dominant et puis autour, on a toute une série d'espaces publics mineurs que, Oscar Negt l'appelle des espaces oppositionnels où s'expriment des médias agonistiques, c'est-à-dire des médias qui sont là pour porter un point de vue engagé sur le monde et où s'expriment ce que Fraser aussi appelle des contre-publics, c'est-à-dire pas, le public démocratique, mais des publics particuliers qui ont des motivations et des compositions, spécifiques et homogènes. Bon, là, je fais un schéma, mais je ne sais pas si il est très intéressant, mais en tout cas, je l'ai fait. J'ai essayé de donner forme à ça avec donc cet espace public au milieu qui regroupe à la fois les médias mainstream et la scène politique centrale qu'on observe par exemple aujourd'hui en train de s'agiter autour de voilà, des jeux politiques et cetera et puis, tout un tas d'espaces mineurs par ailleurs qui parfois sont ignorés par l'espace public, dominant. Parfois, il y a des interconnexions, on arrive à imposer un sujet à l'agenda, à échanger, à connecter avec les restes. Donc voilà, une schématisation pour essayer de mieux, expliquer. Je m'entends là. Alors, donc je propose, pour, répondre à cette contre-proposition théorique, c'est-à-dire une fois qu'on a dit tout ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on analyse la chose, la bête? Donc je propose une démarche analytique, critique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est l'étude, critique et historique de l'économie politique de l'espace public. L'idée, c'est quoi? C'est ce que je essayais de faire dans ce bouquin, c'est à la fois articuler le monde matériel et le monde des idées. Parce que par ailleurs, souvent, les réflexions sur, la question démocratique évoluent beaucoup trop, à mon sens, autour du monde des idées. Il faut prendre les 2 puisqu'ils entretiennent un rapport dialectique entre eux. Donc la dimension matérielle de l'espace public, c'est quoi? Ce sont toutes les ressources tangibles qui sont importantes pour celui qui veut avoir un discours et qui veut avoir une influence dans l'espace public. Donc ces ressources sont à la fois peuvent être tangibles et intangibles. Donc je classe parmi les ressources tangibles, par exemple,
toutes les infrastructures. Aujourd'hui, tout le monde voit à peu près ce que c'est un data center et encore pire, un data center des l'IA avec, une consommation d'énergie énorme et cetera. Bon, ça, c'est une ressource. Ça, quelqu'un est propriétaire et quelqu'un va lui attribuer des tâches, et donc il va sélectionner qui va avoir le droit de mobiliser ces ressources à des fins qui sont les siens, d'accord? Donc c'est un enjeu. Le travail aussi, hein, comment on obtient du travail culturel, du travail journalistique, de la production, de l'information. Ça, c'est des ressources tangibles et puis on a des ressources intangibles qui sont évidemment liées aux ressources intangibles qui sont la première étant l'attention du public, hein. On sait qu'aujourd'hui, la ressource principale sur internet, c'est l'attention du public. Comment on peut capter l'attention du public? Évidemment, pour capter l'attention du public, bah, il nous faut des ressources matérielles. Mais c'est aussi du point de vue médiatique et ça, je pense que c'est intéressant pour des travaux qui utilisent, par exemple, les bases de données de l'INA, le contrôle de l'agenda médiatique, hein. Quels sont les sujets qui rentrent dans l'agenda à un moment donné? Et puis, une fois que le sujet il est dans l'agenda, d'accord? Par exemple, l'attaque Zuckman, elle est dans l'agenda, très bien. Mais quel est le cadrage qu'on va, imposer sur ce sujet? Comment on va le voir? Est-ce qu'on va le voir comme une, solution à nos problèmes, qui va apporter plus d'égalité ou comme un problème qui va, entraver l'activité entrepreneuriale? Typiquement, ça, c'est du cadrage. Donc tout ça, c'est répartisse dans l'espace public et les acteurs qui veulent avoir accès à ces ressources, bah, en fait, heu, ils sont en lutte, parce que ces ressources, ben, donnent du pouvoir et donc la répartition de ces ressources est un enjeu politique très important. Heu, mais ça ne suffit pas de raconter ça si on n'arrive pas aussi, et c'est ce que j'ai essayé encore une fois de faire dans ce bouquin, d'articuler ça avec les élaborations théoriques et normatives. Puisque en fait, à chaque période historique, il y a une idée dominante de qu'est-ce que c'est l'espace public, comment l'espace public devrait fonctionner, quel type de loi, quel type de régulation et cetera on devrait, y imposer et donc il y a un va-et-vient entre le monde matériel et le monde des idées à ces sujets. Et évidemment, une des dimensions très importantes de la norme, c'est l'État. Donc, à mon avis, l'État, il est un peu trop absent des analyses sur les médias depuis quelque temps. Parce que, bah, là, on était sous l'ère de l'hégémonie néolibérale où l'État était censé disparaître. Bon, il n'a jamais disparu, mais là, il apparaît quand même de manière à nouveau, de manière tout à fait spectaculaire. J'en parlerai, un peu plus tard et placer tout ça dans le temps, long comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc j'ai refait un schéma, pour vous montrer ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est voilà, on a la base matérielle, si on reprend des termes, marxiens, avec tous ces ressources tangibles qui constituent finalement l'enjeu de l'espace public, qui définissent, la visibilité, le contrôle, l'influence dans l'espace public. Mais tout ça est en rapport dialectique avec ce que produit la superstructure, le monde des idées, la loi, les sciences sociales, les acteurs politiques, les médias qui diffusent une vision, chacun qui peut être différente de l'espace public. Et donc c'est le rapport dialectique entre ces 2 là qui aboutit au fonctionnement concret de cette sphère à une conjoncture historique, spécifique. Donc j'ai appliqué cette analyse-là, cette grille d'analyse comme je vous l'ai dit, sur une période assez longue, ce qui m'a pris beaucoup de temps pour écrire ce bouquin. Donc j'ai commencé au XVIIIe siècle, et j'ai essayé de décrire ce qui à mon sens ou de faire une périodisation et décrire ce qui à mon sens constituait le modèle dominant dans le monde, occidental, parce que je me suis limité quand même aux États-Unis, en Europe, dans l'espace public, hem, des démocraties libérales entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Et donc, par exemple, j'ai décrit comment a émergé l'espace public libéral classique au 18e et au début du 19e siècle. Le rapport qu'il a pu avoir avec les techniques des médiatiques de l'époque, avec les discours, politiques, et je développe cette idée en avançant l'idée que, dans le 20e siècle, il y a eu 2 formes d'espace public, enfin 3 formes d'espace public. L'espace public que je qualifie d'autoritaire, qui évidemment est lié, à la montée, du fascisme et du stalinisme, mais aussi à la massification des industries culturelles.
Ensuite, dans l'après-guerre, un espace public social libéral qui correspond à peu ou prou aux 30 Glorieuses, avant d'arriver à partir de la fin des années, 70 et jusqu'à aujourd'hui, à un espace public de nature néolibérale. Bon, je ne m'étends pas plus sur cette, périodisation parce que ça serait trop long, et je passe tout de suite, heu, à ce qui est les cœurs de 2 derniers chapitres de mon livre, c'est-à-dire l'espace public numérique. Alors, ce que j'essaye d'expliquer, ce que je défends, c'est que l'émergence de l'internet commercial à partir des années 90 crée une nouvelle forme d'espace public que je qualifie d'espace public numérique, qui est évidemment les résultats de l'accumulation, hein, de toute cette histoire que j'ai essayé de décrire rapidement. Il n'apparaît pas comme ça de nulle part. C'est surtout et beaucoup le résultat de la dérégulation néolibérale. Heu, on prend juste un petit exemple, dans les années jusqu'aux années 80 aux États-Unis, il y avait une réglementation très forte, par exemple, sur, l'équilibre de la parole, politique dans les médias privés. Donc c'était la FCC qui imposait ça, la fameuse Fairness Doctrine, et c'est à l'arrivée des Reagan qu'on a supprimé cette Fairness Doctrine. C'est ce qui a permis la création des radios populistes, qui portent un discours d'extrême droite dans les années 80-90. Il y a un livre, récent sur le sujet qui est apparu, dont j'oublie le titre, mais vous pouvez le chercher, sur les radios américaines, des années 80-90. C'est sur ce modèle-là qu'on a créé la Fox News, et en France, on a hérité maintenant de CNews qui est dans la suite de tout ça. Donc ça c'est des logiques qui structurent l'espace public numérique, actuellement, avec évidemment la consolidation de l'oligopole, numérique, le fameux GAFAM ou Big Tech qui contrôlent l'infrastructure de cet espace public. Alors, ce que j'ai décrit dans le livre, c'est que l'une des stratégies évidemment de cet oligopole, c'est la stratégie de la plateforme et le contrôle de la plateforme. Évidemment, tout ce que font ces acteurs-là, c'est pas une activité de plateforme, mais l'activité des plateformes est centrale dans leur stratégie, et la plateforme exerce une fonction d'infomédiation, c'est-à-dire elle va organiser de manière algorithmique l'ensemble des marchés d'information et des contenus culturels, dans le but de transformer les interactions entre le public et l'information, ou entre le public et le reste du public, en données qui peuvent être exploitées, stockées, quantifiées, donc qui sont valorisées soit pour la publicité, soit pour entraîner l'IA, et cetera. Il y a toute une série des caractéristiques économiques de ces plateformes sur lesquels je n'ai pas vraiment le temps de m'étendre ici, ce qui sont très particulières. Donc ce sont des marchés bifaces, par exemple. Ils ont des faibles coûts de transaction, donc ils peuvent réunir des acteurs très facilement, ce qui explique la libéralisation. Ils génèrent des externalités positives, donc tout ce que vous publiez sur internet, parce que vous êtes sympa, bah, Google, il va en profiter, il va extraire un petit segment de valeur qui, par accumulation, va faire des milliards. Heu, il y a les effets des réseaux, des rendements croissants. Juste pour prendre par exemple, l'effet des réseaux qui est facile à comprendre. L'effet des réseaux, c'est la maximisation d'utilisation individuelle d'un service lié au nombre d'utilisateurs. En gros, le plus vous avez des utilisateurs, bah, le plus le service a une valeur pour l'ensemble des utilisateurs. Forcément, si on pousse la logique jusqu'au bout, la valeur est maximisée en situation de monopole. Voilà. Donc tous ces logiques-là, en gros, conduisent l'économie numérique vers à la fois la marchandisation de toute activité humaine, hein. On se dit bonjour dans la rue, c'est un bonjour normal, c'est pas marchandisé parce qu'on se parle. Si on s'envoie des messages via WhatsApp, bah, notre interaction quotidienne, notre sociabilité, banale devient, un produit qui va être valorisé sur des marchés. Donc on a la marchandisation et on a évidemment la concentration, puisque tous ces logiques économiques conduisent vers la concentration. Alors, ça, c'est un petit peu en résumé la dimension, matérielle. Donc là, je vais parler de la dimension du monde des idées. J'ai évoqué un petit peu ça, tout à l'heure, et in fine, je vais essayer d'analyser un petit peu les résultats de tout ça, et l'impact que ça peut avoir sur les médias. Alors, l'évolution de l'espace public numérique, évidemment, il est tributaire de
l'idéologie, c'est-à-dire la conception, la représentation de ce que c'est la démocratie, de ce que c'est, qu'est-ce que c'est la fonction de l'espace public et cetera. Des gens qui fabriquent ces infrastructures numériques et donc des gens qui sont évidemment essentiellement dans la Silicon Valley. Alors ce qui est intéressant, j'ai publié un article dans la revue La Pensée, donc je me permets d'en faire la publicité, qui s'appelle «Les tournants réactionnaires de la Silicon Valley», parce que c'est frappant, le phénomène qu'on observe aujourd'hui, ça fait l'objet de beaucoup de débats évidemment, c'est ces changements radicaux. Alors, j'essaye de restituer dans cet article, et dans le bouquin où j'ai repris l'essentiel des argumentaires, ces changements. En gros, on peut dire qu'entre les années 90 et les années 2020, ce qui domine dans la Silicon Valley, c'est l'idéologie californienne. Donc qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ça, c'est un papier qui date des années 95 qui a mis en avant ce concept et depuis c'est répandu. C'est disons la combinaison entre l'esprit libertaire des hippies, hein, qui cherchent de l'autonomie, qui cherchent de authenticité face au capitalisme industriel des années 70 et les ailes, néolibérales des entrepreneurs. Donc cette combinaison-là va donner la pensée cyber-libertarienne qui, en gros, rejette toute forme d'intervention publique et se fonde plutôt sur un solutionnisme technologique. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est que les marchés et la technologie peuvent résoudre tous les problèmes humains, puisqu'il y a une sorte de Heu, résolution quasi automatique, hein. Le marché va trouver la meilleure solution par la compétition et puis les outils, techniques vont proposer des solutions aux problèmes spécifiques. Donc on n'a pas besoin évidemment dans ce cas-là d'État, on n'a pas besoin de gouvernement, on n'a pas besoin d'État social. Hem alors paradoxalement, évidemment, cette vision-là, qui est issue de l'internet première génération, c'est les résultats de tout un tas de décisions des gouvernements et des États. Bon, je ne vais pas rappeler ici, je pense, que l'internet a été, créé, construit comme un service public par l'argent du contribuable américain et que c'est 1995 quand Bill Clinton a décidé de privatiser cette infrastructure qui a complètement transformé les destins de l'internet. Il n'empêche que, cette vision-là, a dominé tout au long des années, 90 et 2000 et c'est très bien aussi, adapté, ou acoquiné d'une certaine façon avec, la vision disons, heu d'un centre-gauche progressiste libéral que a pu représenter, par exemple, Obama aux États-Unis. C'est pour ça que, il y a eu quasiment une fusion entre l'administration Obama et Google, au moment de l'élection d'Obama et donc on pensait que ça allait continuer comme ça. Sauf que, bah, le monde a changé et depuis, le début des années 2020, alors c'est difficile à situer. Vous avez des acteurs qui ont été plus ou moins en avance dans ce tournant, réactionnaire. On constate effectivement un tournant réactionnaire, une radicalisation des élites technologiques heu, qui adoptent des philosophies, bon, assez bizarres, dont on parle beaucoup maintenant dans les médias, comme le long-termisme, l'idée qu'il faut sauver l'humanité à échelle, des milliers d'années, le transhumanisme, l'accélérationnisme, il fait qu'il faut accélérer, il ne faut pas ralentir le capitalisme, au contraire, il faut l'accélérer pour aller dans l'étape suivante qui consiste à envoyer des fusées en Mars, à Mars pour sauver l'humanité, pour vivre, toujours, bon, tous ces délires-là que vous avez sûrement, croisés et donc concrètement, heu, au-delà de ces fantasmes, plus ou moins réalisables, ce qu'on a constaté, je pense, on est tous restés un peu bouche bée quand on a vu les images assez, choquantes qui ont découlé de cette jonction. Il y a eu l'alignement, en fait, de la Silicon Valley dans sa quasi-totalité, en tout cas les élites, parce que les travailleurs, c'est autre chose, avec l'idéologie MAGA et un rapprochement avec l'administration Trump et d'une certaine façon, une forme de fusion avec l'État US. Alors, je ne veux pas faire l'histoire ici de la Silicon Valley, parce que le plus connaisseur d'entre vous savent que la Silicon Valley est issue des investissements publics et a toujours été très proche de l'État américain. Mais pendant les années 90 et les années 2000, en tout cas, ces gens-là étaient convaincus qu'ils n'avaient plus besoin de l'État. Donc là, on a un retour en arrière
et heu et on a une autre conception qui apparaît de l'espace public numérique. Ce n'est plus un espace public numérique comme ça, éthéré, où les technologies d'information et de communication font circuler l'information et les idées sur un marché, hyper efficace, où on a de l'appariement entre les meilleures idées et les personnes, à qui ils conviennent et du coup, on a une sorte de consensus qui va émerger naturellement et qui va servir à l'intérêt général, ce qui est un peu la vision caricaturale un petit peu du néolibéralisme. On a une conception maintenant assumée de l'espace public comme un terrain de bataille culturelle, où il faut utiliser. En fait, finalement, c'est un peu l'analyse que je faisais tout à l'heure, où on va instrumentaliser tout ce qu'on peut, y compris la notion de la liberté d'expression. Sur ce sujet, je vous conseille le dernier livre de mon collègue Sébastien Broca qui s'appelle Pris dans la toile, où il explique très bien comment la droite est passée d'un autoritarisme à une à une défense un peu hypocrite, voire très hypocrite de la liberté d'expression, en tout cas une instrumentalisation de la question de la liberté d'expression, qui lui permet de formuler des discours racistes, par exemple, sans problème. Et la légitimation aujourd'hui par des gens qui, hier, étaient des libéraux, d'un contrôle politique de l'espace public direct, voire une alliance publique-privée. Alors je lisais avant de venir un article je trouve ça incarne tout à fait l'état de choses, de l'état dans lequel nous trouvons aujourd'hui. Vous avez su que Donald Trump a réussi à imposer à ByteDance la vente de la filiale américaine de TikTok, parce qu'il trouve que TikTok, c'est très trop influent aux États-Unis et c'est trop important politiquement. Donc qui c'est qui achète TikTok aux États-Unis? Ce monsieur Ellison, PDG d'Oracle, qui est un grand pote de Donald Trump, quelqu'un qui finance son campagne, quelqu'un qui a des idées très réactionnaires. Oracle qui est déjà un acteur central dans cette bulle spéculative qui monte de plus en plus autour des l'IA, à coquiner avec Nvidia, avec OpenAI et cetera. Et donc ça, c'est la partie, réseaux sociaux, IA. Et le fils de monsieur Ellison, qui est à la tête d'un studio de cinéma, vient de se racheter CBS, qui est une des principales chaînes, de télévision américaines, vient de nommer à la tête de l'information de CBS une journaliste, très à droite, Bally Weiss, que vous pouvez chercher sur internet pour trouver un peu son œuvre, on va dire. Donc CBS qui est quand même un des plus grands, networks des États-Unis et il a aujourd'hui jeté son dévolu sur CNN et cetera. Donc on voit qu'on a pris les chemins vraiment du népotisme, de la concentration pure, de la fusion des intérêts politiques, des intérêts de l'État et des intérêts privés et je ne parle que des États-Unis, hein. Je pourrais bien sûr trouver des exemples un peu plus proches de nous, mais je ne le ferai pas. Alors, heu, quels sont les effets, de tout ça sur les médias? Eh bien, ces plateformes-là, aujourd'hui, moi, je les envisage, j'analyse dans mon livre, comme des arbitres dans la distribution des ressources infocommunicationnelles dont je parlais tout à l'heure. C'est elles qui, finalement, décident qui va avoir accès au public, qui va avoir accès à l'attention du public, qui va avoir accès aux infrastructures nécessaires pour produire de l'information et ainsi de suite. Et donc, les effets, bon, maintenant sont connus, on a pu les analyser depuis pas mal d'années. La concurrence pour satisfaire les algorithmes, intensifie, la, pression productiviste. Je ne sais pas s'il y a des journalistes ici ou dans le public sûrement, mais, je pense que tout le monde a constaté ça. Et donc, ce qu'on appelle l'information low cost, le bâtonnage, la précarité des travailleurs de la culture et de l'information, c'est la règle maintenant. Et ça a été bon, c'est pas que les plateformes qui en sont à l'origine évidemment, mais ça accélère cette pression-là, ça multiplie. Les modèles publicitaires qui s'est généralisé, aujourd'hui, notamment dans l'information la plus accessible, parce qu'évidemment, il y a toujours Mediapart, il y a toujours, l'abonnement au Monde, mais les classes populaires, les jeunes, les personnes qui, n'ont pas, les moyens ou le moyen à la fois intellectuel et économique d'accéder à ces médias-là, bah, ils vont se contenter de l'information gratuite et l'information gratuite est financée par la publicité et le modèle publicitaire bah, il pousse évidemment à la fois au productivisme et à la recherche effrénée du clic, le clickbait, voilà, les fake news pour satisfaire, cette demande.
et ce qui résulte à une forme d'homogénéisation des sujets et des angles, renforçant les effets d'agenda et des cadrages. Sur internet, il suffit d'aller sur Google News pour voir la massification de la concentration sur certains sujets, y compris sur internet, qui est censé être quand même le média le plus, divers et le plus pluraliste. Heu, on a d'autres exemples qui sont beaucoup plus, souterrains, on va dire. Par exemple, moi j'ai eu un doctorant qui a fait une thèse, une très bonne thèse sur, le financement des plateformes, des médias par les plateformes, et il a constaté, par exemple, il a fait son terrain au Brésil et il a trouvé que Facebook, à l'époque, finançait énormément des médias brésiliens, mais évidemment, en échange du financement, il leur imposait, ce qu'ils devaient faire, et donc les médias brésiliens, ils ont su à un moment donné que, par exemple, quand ils faisaient des initiatives du fact-checking, ils étaient sûrs d'avoir un chèque de Facebook, parce que ça rentrait dans la stratégie de Facebook à l'époque, qui consistait à rassurer tout le monde et à dire: «Voilà, il y a de la désinformation sur ma plateforme, mais regardez, je finance le fact-checking». Par contre, si vous vouliez faire, par exemple, du journalisme d'investigation, là, Facebook ne vous donnait rien. Et donc, évidemment, ça oriente les journalismes vers une forme des journalistes au détriment d'une autre. L'histoire du financement des droits voisins, bon ça, il se trouve que je le suis depuis maintenant plus de 20 ans, ce qui fait de moi un vieux. C'est l'idée que Google et les plateformes utilisent le contenu des éditeurs et des médias, et en fait mettent en œuvre une stratégie des diviser pour régner afin d'arriver à leur fin. C'est-à-dire, ils choisissent les meilleurs, les bons élèves, hein. Les bons élèves, ils ont beaucoup d'argent, sur la base d'un certain nombre de critères qui sont souvent définis par les plateformes. Alors, ils vont avoir de l'argent, mais ils vont avoir aussi de la technologie, ils vont avoir de la formation, ils vont avoir tout un tas de ressources qui fait que les i s la le comment dire? Le quart se creuse entre un petit nombre de groupes très puissants, je sais pas moi, Le Monde en France, le New York Times, et cetera, qui sont des groupes tout à fait respectables, hein, mais qui s'accaparent des énormes ressources en accord avec les plateformes, au détriment de tous les autres médias, hein. Si vous êtes un petit média indépendant, notamment en province, bonne chance pour aller décrocher vos droits voisins ou décrocher des financements de ces acteurs. Donc ça crée, ce qu'on a appelé dans un récent article avec, mes collègues, notamment Fangré Billard, un phénomène de double asymétrie. C'est-à-dire, non seulement on a aujourd'hui une asymétrie énorme, gigantesque entre ces plateformes-là, cet oligopole qui se renforce, et les médias qui, eux, s'affaiblissent. Mais en plus, cette situation creuse les inégalités et l'asymétrie entre les médias, puisque vous avez la petite élite des médias qui apparaît dans les résultats de Google ou qui est mis en avant par les plateformes d'IA, et puis tous les autres, hein, qui n'ont rien. Évidemment, tout ça, ça a des effets négatifs sur le pluralisme, et la régulation qu'on a jusqu'à aujourd'hui peine à régler ce problème du creusement des asymétries à l'intérieur du champ médiatique. Alors, évidemment, dans l'affaire, arrive, comme c'était passé, l'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est aussi des questions que je mentionne dans le livre, mais qui sont aujourd'hui discutées, connues publiquement. C'est-à-dire que l'IAG, de par sa nature, de par ses exigences techniques, renforce la domination de l'oligopole. Pourquoi? Parce que l'IAG, exige à la fois la collecte massive des données pour entraîner les modèles. Qui c'est qui a les données? Bah, l'oligopole de la Silicon Valley, heu, y compris des archives médiatiques qui ont été exploitées pendant longtemps sans l'accord des éditeurs. Hem, les ressources, en infrastructure, évidemment, heu puisque, les infrastructures que nécessite l'IAG sont gigantesques. Je vous donne juste un exemple, une information que j'ai lue récemment. Vous vous rappelez peut-être de la centrale nucléaire de Three Mile Island, aux États-Unis, qui avait eu un gros accident il y a quelque temps et qui était arrêté. Ben, Microsoft va faire démarrer maintenant cette, centrale nucléaire pour, alimenter un centre des données des IAG. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, un centre nucléaire uniquement pour, alimenter en électricité l'IAG, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails techniques maintenant, mais l'architecture technique des centres de données des l'IA demande de telles quantités d'énergie, qui sont impossibles, à trouver avec les infrastructures aujourd'hui, qui font, exploser les prix aux États-Unis, et cetera, et cetera. Ça nécessite de l'eau pour refroidir avec d'autres ressources naturelles, bon.
c'est une catastrophe écologique. Heu, il y a la question des biais que vous connaissez bien, le la reproduction des biais, par cette, IAG et aussi, pour ce qui nous concerne plus précisément dans le sujet actuel, le pillage des ressources culturelles, puisque tous ces acteurs-là, pendant longtemps, et ils continuent à le faire aujourd'hui, pillent allègrement toutes les ressources culturelles qui ont été produites par l'humanité depuis le début, d'accord? Et on risque d'assécher les viviers créatifs humains. On constate aujourd'hui des situations où l'IA slop, c'est-à-dire, ces productions de l'IA qui n'ont aucun sens, tournent en rond puisqu'ils s'entraînent sur des données qui ont déjà été générées par l'IA, puisque finalement, on est en train de tuer, la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire, les humains qui produisaient l'information sur laquelle on entraînait, l'IA. Donc tout ça creuse, si vous voulez, les inégalités et les asymétries et met en cause les industries culturelles et les médias. Alors, les effets politiques de cet, espace public, numérique, en même temps, j'en ai parlé un petit peu au début, heu, c'est on observe encore aujourd'hui des tendances contradictoires, c'est-à-dire d'un côté une énorme concentration, sur, l'information la plus populaire, celle qui est vue, celle qui est consommée par la plus grande partie de la population, celle qui est ce qui circule le plus dans les effets, avec des effets puissants d'agenda et des cadrages et le positionnement des sources productivistes, hem et aussi en même temps, évidemment, quand même encore, disons une partie beaucoup plus pluraliste des médias qui bénéficient des coûts d'accès plus faibles de l'espace numérique pour, toucher un public. Le problème étant que, ces médias souvent et c'est ce qu'on trouve dans les enquêtes empiriques, les médias alternatifs, les médias indépendants, les médias en ligne et cetera, ce sont des médias qui ont des publics qui sont souvent très homogènes d'un point de vue sociologique et d'un point de vue sociopolitique. Ils ont du mal à toucher, à part Mediapart quand ils font des coups, ce qui arrive quand même très souvent, ils ont du mal les autres de toucher, un grand public et donc d'avoir une réelle influence dans l'espace public. Hem À quoi s'ajoute également le ciblage algorithmique qu'on observe sur les plateformes, type TikTok et cetera, qui là, voilà, nous fait entrer dans des réalités, très différentes et qu'on voit l'espèce d'effet des contagions de l'efficacité économique. C'est-à-dire, puisque l'algorithme de TikTok, il est efficace, et qu'il n'est plus fondé sur les suivis des autres membres du réseau social, tous les réseaux sociaux se mettent à copier le même type de système et quelque part, d'une certaine façon, on revient sur un modèle centralisé où la plateforme distribue les contenus en fonction de ses propres critères et l'utilisateur n'a plus du tout la main sur ce qu'il va voir. Il est pris dans ce death scroll, on va dire, en permanence. Son attention est capturée, sans qu'il puisse, agir sur, l'offre d'information. Je vais je m'approche de ma fin. Je vais quand même dire un mot de l'État parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai expliqué et comme vous le savez, il y a de plus en plus, un retour, de l'État, une vague de réglementation. Donc le fameux effet de Bruxelles, dont on a parlé souvent, avec, des politiques, comme les DSA, les DMA, l'IA Act qui ont été notamment avancées au sein de l'Union européenne. Sauf que alors évidemment, il y a des aspects positifs de ces régulations, même si on parle des régulations européennes, elles se fondent toujours sur la conception idéaliste dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire l'idée, c'est en anglais, ils disent, «level the play field». Tous les bureaucrates à Bruxelles vont vous dire ça. Donc le but, c'est d'aplanir l'espace où se joue la compétition et évidemment, la compétition, la concurrence dans le marché des idées va être, efficace pour atteindre l'intérêt général. Donc on va peut-être essayer d'aplanir cet espace de compétition, mais on ne va pas, aller, dans des politiques, plus radicales qui pourraient être, par exemple, des démantèlements ou la prise de contrôle, des gros acteurs, oligopolistiques. Donc ceci conduit à une logique et en plus, parce que j'en ai fait les frais, hein, tous ces mesures-là sont complètement mises en cause aujourd'hui
avec la situation géopolitique qu'on vit, hein. Je vous donne juste un petit aparté. Nous, on a utilisé beaucoup les API de X, de Twitter, et cetera, de Facebook pour collecter de la donnée, ce qui nous a pendant longtemps nous a permis de faire des grosses enquêtes sur ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Monsieur Musk qui est arrivé, il a fermé le robinet, donc on n'a plus accès à rien. Les DMA, enfin les DSA supposent dans son article 40 qu'on va devoir un accès via la commission et que les plateformes sont censées accepter ces demandes. Sauf que aujourd'hui avec la guerre commerciale, avec les instabilités géopolitiques, qui nous peut nous garantir que X va accepter ces, demandes tout à fait justifiées par des chercheurs du service public qui tentent de comprendre ce qui se passe sur sa plateforme. Donc on n'a aucune garantie, même si c'est dans la loi. Donc en fait, la situation conduit à une logique, de corégulation public-privé. C'est ça qu'on constate finalement, où les plateformes finalement prennent en compte les injonctions étatiques, s'alignent sur les injonctions étatiques et parfois dépassent même, essaient d'anticiper les injonctions étatiques de manière préventive. Pour se prémunir des poursuites. Donc c'est ce qui prend la forme d'une censure, hein, du shadow banning et cetera, de plein de contenus qui ne sont pas des contenus illégaux, mais que les plateformes vont bannir pour se prémunir des, conséquences que pourraient avoir les conséquences légales qu'ils pourraient avoir quand ils ne se plient pas, tout simplement, aux exigences politiques des régimes comme, voilà, les régimes, indiens, par exemple, qui n'est pas tout à fait démocratique, qui impose à X, de, censurer des comptes, voilà, tous les jours, et ça se passe un peu partout dans le monde. Donc on a aussi l'émergence d'une industrie d'intermédiaires, des tiers de confiance, des producteurs d'études qui jouent un rôle là-dedans, définissant ce qui devrait être publié, ce qui ne devrait pas être publié. Et tout ça, finalement, a favorisé ce contexte-là de méfiance vers l'espace public numérique aujourd'hui, a un peu retourné la situation. C'est-à-dire, on est passé d'une conception libérale où tout était possible, on pouvait tout dire sans aucun contrôle, à une situation où aujourd'hui, l'internet, c'est devenu à nouveau les méchants, puisque les gens s'expriment sur internet, de manière pseudonyme. Donc on a régulièrement les retours des, vieilles, lunes, il faut interdire l'accès avec du pseudonymat. Il faut censurer, des gens qui sont supposément, complotistes, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Donc un paradigme évidemment qui existe depuis le 19e siècle, hein, quand on expliquait que, il fallait censurer les journaux, de la Commune de Paris parce que le peuple n'était pas assez sage. Hem, je vais avancer vers ma conclusion. Alors, du coup, hem, pour, un petit peu récapituler tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Eh bien, on peut dire que l'espace public, contemporain se présente comme l'exact inverse de l'idéal des Lumières et d'ailleurs, ça a toujours été le cas depuis le 18e siècle. C'est ça, en fait, l'idée principale. Ça n'a jamais, cet idéal n'a jamais existé et toutes ces pathologies que j'ai décrites et j'en décris, pas mal, parce que la période que j'ai décrite dans le livre est très longue et j'ai insisté davantage aujourd'hui sur la dernière période. Toutes ces pathologies-là et ça c'est il faut bouger un peu épistémologiquement, je pense que ça c'est un si on peut retenir quelque chose, c'est ça. C'est que ce ne sont pas des anomalies, c'est pas en fait des incidents, c'est pas quelque chose qui a été imprévu. C'est pas quelque chose qui est le résultat des ingérences malveillantes, des acteurs, je sais pas, russes ou autres. C'est pas la faute, des journalistes, qui seraient responsables ou des milliardaires qui auraient un agenda caché. C'est pas uniquement la faute des technologies toxiques, pour faire référence au titre d'un livre récent d'un collègue, du CNRS, sur le sujet, mais c'est une caractéristique constitutive de l'espace public bourgeois, de l'espace public libéral dans le cadre du capitalisme. Donc, c'est pas un bug, c'est une, fonction du truc. Et donc la crise politique actuelle, on peut dire qu'elle exacerbe d'une certaine façon par le creusement qui arrive aujourd'hui à un niveau quand même, très important. L'écart, mais qui est permanent, entre d'une part l'idéal avec lequel tous on a grandi à l'école, d'un espace public démocratique, égalitaire et inclusif et de l'autre côté la réalité d'un lieu de médiation sous l'emprise de capital et de l'État qui reproduit l'ordre dominant comme j'ai essayé de l'expliquer.
même si, c'est cet espace public encore qui offre des interstices des marges où s'élabore la critique du même ordre, hein. Donc, heureusement que ces marges existent encore. Alors que faire de l'espace public, à la fois de l'objet et de la notion? Je finirai avec ça. Bah, je pense que c'est sur le plan, théorique et analytique, il y a beaucoup de débats, des collègues, qui sont sur des positions très radicales, tentent à disqualifier complètement la notion de l'espace public. Pour moi, à mon sens, c'est une notion qui est utile, mais il faut la révisiter. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Car elle permet bien de circonscrire ce qui nous intéresse tous. Je pense que si vous êtes là, c'est le cas. C'est-à-dire cette sphère des médiations, ce segment de la médiation. Alors c'est pas les segments politiques à proprement parler, c'est pas, les segments, économiques, c'est un segment de médiation entre la société et la société elle-même ou entre la société et l'État, qui passe par les technologies d'information et de la communication. Et donc, on peut opposer à l'espace, physique ou à la sphère, politique en général. Donc sur le plan conceptuel, justement, moi je l'ai mis dans le titre de mon livre parce que je pense que les concepts méritent d'être sauvés malgré toutes ces critiques. Après sur le plan pratique, évidemment, il faut acter le fait que, la vision idéale typique n'est, à mon sens, hein, aujourd'hui, n'est pas opératoire. C'est pas en disant aux gens que, on va mettre en place, des régulations, on va essayer d'améliorer ce système, et on va travailler sur les médias comme si c'était un segment séparé du reste. À mon sens, c'est pas quelque chose qui est opératoire parce que c'est faux, ce n'est pas vrai. Heu Cette notion-là, elle peut être instrumentale, c'est-à-dire dans certains contextes, évidemment, on peut l'utiliser. Évidemment qu'il faut soutenir, les efforts pour diminuer la concentration. Évidemment qu'il faut soutenir les efforts pour, diminuer, pour impliquer davantage les journalistes, dans le contrôle de leurs entreprises de presse, évidemment. Mais ça ne suffira pas. Il faut acter ça du point de vue normatif. Je pense qu'il faut reconnaître qu'un espace public réellement inclusif et démocratique ne peut exister sans égalité politique, mais aussi égalité sociale. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nikos. J'ai quelques questions à te poser. Donc, c'est Géraldine, toujours, pour ceux qui nous écoutent. Euh, D'abord, est-ce que la notion d'espace public, donc comme lieu d'échange et de formation des opinions, euh, permet de penser autre chose que les contenus qui relèvent de l'information, de l'actu, du journalisme? Je crois que tu en dis un mot dans ton livre. Euh, Est-ce que ça permet de penser l'importance des contenus qui sont liés à la fiction, au divertissement, dans la formation des opinions? Parce que je crois que tu crées un moment que les jeunes publics notamment, mais en fait je pense pas du tout que les jeunes publics, trouvent aussi, matière à penser, y compris à penser l'actualité, on le sait, dans, des sujets comme le sport, le divertissement, le fait divers, enfin voilà, partout en fait. Et on le sait aussi aujourd'hui, la fiction, télé, par exemple, est un lieu où voilà, on pense aussi on forme aussi des opinions politiques, par exemple. Donc ça, c'est ma première question. Si tu veux, je te donne les 3 questions et puis tu Oui, ouais? faudrait que Comme tu préfères. Non, tu n'auras pas pour noter, bah, j'ai pas un papier pour les noter, mais je peux peut-être, répondre à celle-là, allez, ouais. si ça te dérange pas. Oui, la réponse est bien sûr oui, de mon point de vue. L'espace public est un espace culturel avant tout. Hem je pense que là, on peut être aidé par la théorie des représentations sociales, qui est une théorie, de sociologie et des psychologies sociales, qui explique les différents emboîtements qu'il y a entre, la perception du monde et l'idéologie, la politique. Il y a différentes étapes et finalement, la culture en général participe à, former les représentations, sociales qu'on a de n'importe quel objet, c'est-à-dire de l'image qu'on se fait, des attributs qu'on lui donne et cetera et c'est un passage obligé pour arriver, à la politique. Autrement dit, prenons un exemple simple, l'image du prof, par exemple. Qu'est-ce que c'est un professeur? D'abord, ça passe par une représentation sociale
avant que quelqu'un arrive à dire, «Ah bah, c'est vrai que c'est important d'avoir des professeurs dans les services publics, qui soient bien payés ou qui soient, voilà, bien considérés» et cetera. Donc d'abord, on se fait une représentation de qu'est-ce que c'est un prof dans la société et ça, évidemment, ce que tu dis, la fiction, la télévision, le cinéma, la littérature, ça joue un rôle, fondamental. C'est juste que moi, dans mon travail, je m'y attarde pas parce que je c'est pas du tout mon domaine. Je pars du point de vue, mon domaine, c'est vraiment l'information politique, les journalismes. Mais tu fais très bien de rappeler que ce n'est pas uniquement ça, l'espace public et ce n'est pas uniquement ça qui contribue justement à la formation des opinions, et à la politique en général, bien sûr. Deuxième question, est-ce qu'on manque pas un peu, enfin, quand je dis nous, nous chercheurs, est-ce que, français, est-ce qu'on manque pas un petit peu d'éléments, d'études sur, pour enfin, pour penser la fragmentation de cet espace public? Heu, tu parlais de l'idéologie californienne, l'importance de l'idéologie de la Silicon Valley, mais est-ce qu'on manque pas d'études sur les plateformes, chinoises, russes, sur leur fonctionnement pour pouvoir un peu, comparer? Parce que là, du coup, on est toujours centré sur, les GAFAM. On a du coup une critique qui est américano-centrée, dans le sens où elle se focalise sur les acteurs américains, qui sont peut-être les principaux pour notre espace public occidental. Mais, voilà, est-ce qu'il y a des chercheurs, en France, à ta connaissance, qui travaillent sur, bah, sur les espaces publics dans d'autres sociétés, principalement russes Oui, et chinoises? c'est une très bonne remarque. Je commence l'introduction du bouquin en faisant bien expliquer que je veux me limiter à cet espace-là et c'est un défaut du livre. Mais c'est un défaut du livre voilà, en raison des contraintes pratiques et aussi en raison du manque de savoir-faire, hein. Je ne connais pas ces pays-là. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai participé à une soutenance de thèse de Kianush, Yasaei, qui est un chercheur iranien. Et j'ai été vraiment passionné par son travail, sur les plateformes iraniennes, où on a vraiment une logique, une économie politique complètement différente. Par exemple, les principales plateformes alors il y a des clones de toutes les plateformes, occidentales en Iran, parce que c'est un espace, un internet qui a pris comme modèle un peu l'internet chinois et qui s'est fermé au modèle, aux plateformes, heu, américaines notamment, même si, on peut les utiliser, mais c'est pas évident et à la place, on a produit des clones, donc qui ont repris les mêmes concepts, il y a un Uber iranien, il y a un Google iranien et cetera et ce qui est intéressant, c'est de voir que les actionnaires de ces entreprises sont des institutions parfois religieux ou militaires, donc ce qui correspond à l'économie politique de ces pays-là, parce que ces acteurs sont trop puissants, qui s'allient avec des capitaux des pays du Sud. Donc vous avez par exemple des fonds d'investissement sud-africains parce que, les Iraniens ne veulent pas de fonds d'investissement américains et donc entre cette économie politique, les usages, les contextes culturels, évidemment, on a des choses qui sont très différentes. Même chose récemment, hem j'ai assisté à une soutenance, je faisais partie du jury d'une thèse, de Simran Agarwal, qui est une chercheuse indienne, qui a raconté, dans le menu de manière très détaillée, les rapports très compliqués entre, l'État indien et les médias et les plateformes et les médias. On a une relation triangulaire, très particulière dans un pays, énorme qui reste encore une démocratie élective, donc c'est encore un autre cas de figure. Donc, oui, pour répondre à ta question, effectivement, c'est nécessaire d'acquérir ce type de connaissances. Je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas forcément très ouvert, mais je trouve, en étant quand même pas mal sollicité par ce type de recherche, qu'il y a de plus en plus justement des regards, des collaborations. Par exemple, la thèse de Simran était une collaboration entre, un directeur de thèse français et un directeur de thèse indien. Donc, il y a de plus en plus quand même un intérêt pour décentrer le regard, vers ces pays-là et c'est fondamental. C'est fondamental. Bon, la Chine, c'est quand même, aussi vraiment pour le futur et pour le présent, un acteur, très important. Et dernière question, alors même si on revient à l'espace public, en tout cas tel qu'on peut l'analyser en France, quel, sujet, toi, tu voudrais bien voir, creuser de manière, plus empirique? Est-ce que tu aurais envie de lancer des travaux justement, enfin je là je fais le lien avec, voilà, les jeunes chercheurs qui pourraient avoir envie de travailler
notamment sur nos collections et pour approfondir ces questions-là et fournir des analyses. Est-ce que, voilà, tu vois des sujets, des plateformes sur lesquelles, il faudrait investiguer, des obstacles aussi à ces investigations, voilà? Bah, je pense que oui, évidemment, il y a des plateformes aujourd'hui qui sont très à la mode, donc je parlerai des TikTok sans surprise, qui me paraît être, une plateforme intéressante à observer. Alors nous, on a eu, dans le cadre des demandes, comme je vous ai expliqué, maintenant c'est très compliqué d'avoir accès aux données des plateformes. Une collègue qui postdoc dans le projet dans lequel, que je mène et a réussi à avoir l'accès à l'API des TikTok. Donc nous sommes en train d'expérimenter l'analyse de contenu, et les méthodes quantitatives sur TikTok, qui nous posent énormément de problèmes, qui est passionnant, mais qui nous pose énormément de problèmes. D'abord un problème, culturel et générationnel, hein. Vous imaginerez bien que je suis absolument pas spécialiste des TikTok, et j'ai du mal même à comprendre les logiques qui le régissent. Mais surtout, c'est des plateformes, par exemple, qui sont très visuelles. Aujourd'hui, bon, bah, l'INA, c'est Institut de l'audiovisuel, qui sont très visuels mais qui produisent de types de contenus qui ont des particularités, qui sont très courts, où ils mélangent, le texte, le son, l'image. Par exemple, nous, on a récolté plusieurs milliers des vidéos sur TikTok qui parlaient de l'intelligence artificielle. Et quand même notre première expertise, c'est l'analyse des discours textuels. Donc quand on est passé à la moulinette, on a constaté que à peu près la moitié n'avait pas de texte, n'avait pas de discours, n'avait rien du tout. Il y avait juste une musique avec des gens qui faisaient des danses ou qui tenaient des pancartes. Donc d'un point de vue épistémologique et théorique, c'est très intéressant de voir, voilà, quelles implications ça a pour l'espace public et pour la politique, ce qui nous peut intéresser. Mais ceci, c'est un challenge aussi méthodologique de comment on adapte nos méthodes, à ces types de mélanges de contenus. Donc toute aide est bienvenue à ce sujet. Je vais me faire ensuite le relais d'une question qui est posée en ligne, sur le public et la réception. Alors, c'est Isabelle Veramasson qui la pose et peut-être que je vais mal la reformuler, mais je crois que la question c'est, en fait, l'espace public, est beaucoup centré sur les producteurs d'opinion, enfin oui, pas comment dire? Enfin le oui, ceux qui produisent et qui expriment des opinions, mais est-ce que ça permet aussi de penser, l'interaction entre production, réception? Voilà, est-ce que le public a une existence dans les théories de l'espace public? Alors Isabelle, oui, si tu peux compléter si en je disais non, ça serait un sacrilège. Après, bon, c'est une question très juste, hein, évidemment. Dans ma présentation, je pas beaucoup, parlé de la sociologie du public, des pratiques, de l'appropriation qui est quand même un facteur, je dirais fondamental. J'ai un petit chapitre dans mon livre, enfin une petite partie d'un chapitre où j'ai décrit, disons de manière statistique, les usages, mais il y a pas vraiment parce que faut faire des choix. Moi, dans ma carrière des chercheurs, j'ai beaucoup plus travaillé du côté de l'offre que de la demande. Et c'est vrai que ça peut donner l'idée ou ça peut soutenir l'idée que le public n'est pas important ou les pratiques du public ne sont pas importantes et cetera, ce qui est faux. En revanche, je me méfie quand même toujours des approches, hein, relativistes qui existent encore, et qui sont des approches qui, consistent à dire finalement, entre offre et demande, bon, il y a un rapport équilibré. Moi, dans ma conception épistémologique, l'offre, en régime capitaliste, domine la demande. C'est-à-dire que la demande ne peut faire qu'avec l'offre qui est produite par ce système. On n'a pas un choix absolu parmi les médias, les contenus et les pratiques auxquels on a accès. Un jeune aujourd'hui, quand il prend son téléphone mobile, il est déjà conditionné, structuré, de manière très forte, très puissante par, les acteurs du numérique qui ont leurs propres objectifs. Alors évidemment, lui, il va s'approprier tous ces outils-là de la manière la plus créative, d'accord? Les gilets jaunes qui partent, de Facebook parce qu'un type a mis un gilet jaune sur une vidéo, ce n'est qu'un exemple, très flagrant. Mais tout ça est conditionné par l'offre, d'où mon intérêt pour l'offre et d'où la focalisation du livre sur l'offre. Mais évidemment, la sociologie du public, la sociologie de la réception, c'est une clé fondamentale pour comprendre, qu'est-ce qui se passe ce qui se passe dans l'espace public.
Bonjour. Une question sur, ou plutôt 2 questions sur les tu as beaucoup parlé, des plateformes, des GAFA, des très gros acteurs. Alors j'oserais pas dire contre-pouvoir ou acteurs alternatifs, mais, heu, des débuts d'internet et du rêve qu'effectivement tout le monde puisse parler à tout le monde et que, les choses soient assez horizontales, en dehors de Wikipédia, il reste plus grand chose. Et donc quid de ces alternatives? Est-ce que c'est quelque chose qui a encore potentiellement, une capacité à exister? Et le pendant, alors qui est typiquement pour ce qui nous concerne l'audiovisuel, c'est la question de l'audiovisuel public ou des médias publics ou de la puissance publique, en pendant de la régulation, la question d'acteurs étatiques pour, intervenir dans cet espace médiatique. Bah, merci pour des questions très importantes. Je commence par la deuxième. Je ne suis absolument pas spécialiste, du service public, audiovisuel notamment, médiatique. Mais ce que je constate, c'est que, par exemple, dans les régulations les plus importantes qui ont été mises en œuvre, ces dernières années, à la fois nationales, en France, par exemple, les lois contre, la discours de haine, sur les fake news, tout ce qui vise à réguler cet espace public numérique, mais aussi au niveau de l'Union européenne, bah, le service public est complètement absent et ça, c'est un grave problème. C'est-à-dire, et là, on voit les effets justement de cette dérive, néolibérale des années 2000 parce que quand, on a créé la radio, bah, on a créé la BBC, en Grande-Bretagne, on a créé la radio publique, en parallèle avec la radio privée. Quand on a créé la télévision, ça a été la même chose. L'internet, on n'a jamais, finalement eu une stratégie ou une vision de ce que pourrait être un service public, d'internet. Alors évidemment, les médias publics ont une présence sur internet, plus ou moins réussie d'ailleurs. Certains réussissent très bien, comme je pense à l'exemple d'Arte par exemple qui s'est beaucoup adapté. Mais ils sont quand même dans une position d'adaptation contrainte. Ils n'ont pas véritablement une stratégie d'ensemble et une vision de ce que pourrait être un espace public démocratique justement porté par les services publics et moi je les regrette évidemment. Je suis, pour, investir massivement dans les services publics en général et dans les services publics, audiovisuels et pourquoi pas dans un service public de l'internet, et pourquoi pas à une échelle européenne? Ce qui serait peut-être encore plus pertinent parce que ça pourrait libérer les services publics médiatiques des contraintes politiques qui, à l'échelle nationale, ont tendance quand même à peser lourdement et l'exemple d'Arte, encore une fois, je pense qu'il est très intéressant parce que si Arte réussit quand même malgré tout, bon, à avoir un équilibre, politique et une ligne éditoriale, de qualité malgré des critiques qu'on peut lui adresser, c'est aussi le fait que c'est une chaîne, franco-allemande donc c'est à mon sens, c'est une direction qu'on pourrait mais bon, on pourrait aller plus loin dans la discussion si on regarde le cadre réglementaire de régulation de l'Union européenne a toujours enfin les pays plutôt les gouvernements de l'Union européenne ont toujours pris soin de sortir l'audiovisuel du cadre des prérogatives immédiates, de la Commission et de l'Union européenne parce que et bah, pour garder ces prérogatives nationalement, pour des raisons qu'on comprend tout de suite. C'est-à-dire que si demain l'Union européenne a des prérogatives sur sur l'espace public, et sur les médias, peut-être que va vouloir, poser des règles plus strictes sur la concentration, par exemple. Et est-ce que le système politique en France, voudra y aller? Bon, voilà, là, on arrive vraiment à la limite de ce que l'Union européenne peut faire ou des structures comme ça peuvent faire. Sur la question des acteurs, alternatifs et ça, bon, je dirais que, l'histoire de Twitter a joué quand même un rôle important dans la prise de conscience de ça. J'avoue avoir été un addict, de Twitter, hein. Je suis, tweetos, anonyme, on peut dire. Mais c'est vrai maintenant. Hem et effectivement, ça a été un choc où tout le monde a pris conscience de la fragilité de ce modèle d'un espace libre ou ouvert, mais qui tout d'un coup, en fait, appartient à quelqu'un et c'était quelqu'un peut décider autrement. Donc il y a eu des avancées, donc je pense à Mastodon, je pense à Blue Sky, même si, Blue Sky, ça pose d'autres problèmes. Il y a le protocole et le service, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a eu un développement là-dessus. Mais le problème et ça a toujours été un problème, y compris quand on peut penser aussi aux logiciels libres, c'est les effets des réseaux dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
On a besoin des espaces centraux et c'était vraiment c'est reste encore l'intérêt de X, c'est qu'on trouve tous les acteurs. Donc c'est très bien d'être à Mastodon ou à Blue Sky, dans un espace tout à fait confortable, on se fait pas insulter, on se fait pas harceler et cetera. Mais si on veut avoir accès au grand public, bah, il n'y est pas forcément. Donc on a toujours cette tension-là et c'est pour ça que moi j'ai toujours soutenu, l'idée qu'il faut travailler sur des alternatives de ce type. À l'époque, c'était plus sur les logiciels libres, mais aussi pour les réseaux sociaux, sans, laisser les champs de la régulation et de la régulation, je dirais la réglementation encore plus stricte et plus, voire le contrôle public des acteurs centraux, puisque en fait, ils constituent les espaces centraux où ça se passe, encore aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Alors moi, j'ai une formation de data scientist et j'ai relevé, donc vous avez parlé du manque de garantie vis-à-vis de l'accès aux données, Mmh mh. de certains grands groupes, Mmh. mais que vous aviez quand même effectué certaines, études, notamment sur l'accès, à la clé API de TikTok, et je voulais savoir qu'est-ce que vous mettiez en œuvre pour pallier à ce biais qui est qu'on à X dose, ils ont envie de nous C'est la donner grosse combien? galère. C'est qu'on est en fait, on est entre 2 mondes aujourd'hui. Bon, il y a des spécialistes ici qui connaissent très bien, mais en gros, il fut une époque où c'était un peu le Far West, mais les plateformes considéraient que, ils étaient dans ce modèle très ouvert où ils considéraient que c'était intéressant pour eux, notamment Twitter, la première période, c'était vraiment très ça. Pour constituer un écosystème, on ouvre les API, on ouvre l'accès aux données et cetera. Bon, donc sans trop réfléchir, on a profité, pendant presque une décennie de ça. C'était incroyable. C'est-à-dire, le moindre soubresaut était immédiatement, massivement commenté, discuté sur Twitter et en quelques clics, avec une petite infrastructure de rien du tout, on pourrait avoir, tous ces données-là, les travailler, faire des enquêtes dessus, scientifiques. Donc c'était vraiment une période rêvée et on n'avait pas vraiment pris conscience à l'époque, que ça pourrait s'arrêter très vite. Donc ça s'est arrêté effectivement. Aujourd'hui, on est entre 2, c'est-à-dire que vous avez des procédures que les plateformes ont mis en place par elles-mêmes, pour vous donner un accès en anticipant l'article 40 du DSA, pour vous donner accès à condition d'être un chercheur, de montrer que patte blanche et cetera. Sauf que ça reste à leur, c'est leur droit de décider s'ils vous le donnent ou pas, donc c'est un peu une loterie. Donc là, on a eu la chance, une collègue a posé la demande pour, TikTok, on l'a eu, mais on aurait pu aussi ne pas l'avoir. Moi, personnellement, j'ai posé une demande pour Twitter, je l'ai jamais eu. Là, on rentre dans la deuxième aspect, bon, les gens de l'Arcom, ils sont très en point, tout ça, où, il y a une procédure spécifique à l'échelle de l'Union européenne et vous avez des intermédiaires par pays, donc en France, c'est l'Arcom qui est censé, comment dire? Jouer un peu l'avocat et dire: «Voilà, pour si on n'a pas accès aux données, pourquoi vous n'avez pas donné accès aux données?» Voilà, imposer en fait le cadre réglementaire. Sauf qu'avec ce qui se passe, aujourd'hui, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le la dimension géopolitique, on a l'impression quand même qu'il y a plus de règles sur rien du tout. Donc j'ai des doutes quand même sérieuses, là je parle spécifiquement de X, que Elon Musk voudra bien se plier à ça. Si, bon, après vous avez toujours des méthodes un peu pirates, vous pouvez toujours scraper de la donnée, vous pouvez faire des choses comme ça. C'est sûr, ça dépend après la taille de ce que vous voulez faire, l'envergure, la profondeur, voilà. Mais les problèmes épistémologiques demeurent et sont plus accentués aujourd'hui. Le problème épistémologique, ça veut dire que même quand on faisait cette recherche première génération, on était quand même toujours dépendant de l'API. Et en fait, on devait se satisfaire de ce que la plateforme nous donnait. Si la plateforme nous disait: «Je vous ai donné tous les tweets qui parlaient de ça», on devait s'en contenter. Or, nous, on a fait des comparaisons avec différentes méthodes, on s'apercevait que c'était pas vrai. Bon, alors après l'exhaustivité, c'est pas le plus important, mais en tout cas, voilà, on est toujours pris dans cette, malheureusement dans cette dépendance. Pour l'instant, la solution, peut-être qu'elle va marcher, je le souhaite pour les chercheurs européens, qu'on puisse avoir accès, dans des conditions correctes à ces données-là, ce serait pour moi, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, on est face à un trou noir. Par exemple, on ne sait pas ce qui se passe dans Twitter, on sait pas dans X, pardon, on ne sait pas ce qui se passe dans TikTok, c'est très compliqué, à comprendre tout ça. Peut-être, ouais, juste pour compléter qu'il y a quand même une restriction, c'est que l'accès aux plateformes, au niveau européen,
C'est pas non plus tout ouvert et tout joyeux. L'Europe a choisi de limiter strictement à l'étude de certains cas d'usage sur les plateformes qu'ils appellent les risques systémiques et donc c'est uniquement en gros, si on travaille sur la désinformation russe, ou les manipulations et cetera, en théorie, on peut avoir accès, mais il y a bien d'autres choses à étudier sur les phénomènes sociaux et que là, pour d'autres, sujets d'études, ils sont complètement légitimes à ne pas nous laisser accéder aux données. Donc, l'Europe a prévu une petite brèche pour les chercheurs, mais la brèche est vraiment étroite et vraiment que pour certains sujets. Et y compris sur ces sujets-là, les garanties et les taux d'acceptation, je sais pas, l'Arcom avait commencé à faire une étude sur le taux d'acceptation des requêtes. Je sais pas si Bah, là, elles sont sorties, mais le site où on dépose la demande vient d'ouvrir, donc ils n'ont pas encore de recul là-dessus, je pense. Mais effectivement, ce qu'on peut dire par rapport à ce que tu dis, juste pour compléter, du coup, il faut déployer des trésors de rhétorique pour expliquer que ce que vous voulez faire rentre dans les risques systémiques, évidemment. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que comme moi, personnellement, je n'ai pas vu encore comment fonctionne cet accès-là. Si c'est dans ma tête, je me dis, ces gens-là, s'ils donnent accès aux données, ils vont pas se prendre la tête pour récupérer les données à chaque fois que vous demandez. Ils vont vous donner un accès à un API. Et si vous avez un accès à un API, après, qu'est-ce que vous faites avec? C'est un autre problème. Donc, par exemple, sur l'API de TikTok, on a en fait accès à l'API, donc on peut taper n'importe quel mot-clé. Mmh. Donc il y a toujours un peu de marge, mais ça reste c'est pas du tout stabilisé, effectivement, et c'est très problématique.